Bonsoir les amis, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve comme tous les dimanches dans Rêve de jeu, une émission par les rôlistes, pour les rôlistes, avec des rôlistes. Bon, je sais, j'ai surtout invité des gens qui font du grandeur nature. Mais vous savez quoi? C'est pas ce soir que ça va changer en fait. Parce que ce soir, on a droit à un rendez-vous un peu inédit, avec une personnalité assez secrète et pourtant déjà très populaire en très peu de temps sur les réseaux sociaux. Il s'agit de quelqu'un à la démarche mitigée dans le temps, à la démarche voulant mélanger l'ancien et le nouveau. Il s'agit de quelqu'un qui, je vais vous le faire apparaître dans quelques secondes et il se présentera bien mieux lui-même, mais vous allez voir, pour quelqu'un qui porte un nom de chevalier, cet homme-là est un peu magicien. Accueillez avec moi Simon de Tuyère, les amis. Bonjour tout le monde, et merci Keif, merci de m'accueillir ce soir. Alors, merci à toi d'être notre invité, d'accepter le petit décalage que représente l'émission pour venir nous parler de ce que tu fais. Bon, tu as subjugué tout le monde en l'espace de quelques semaines après l'apparition de tes premières créations. Et depuis, ce qui est fascinant à mes yeux, c'est la vitesse à laquelle tu travailles. Bon, je connais quelques astuces. Je suppose qu'il y avait des choses de prêtes un peu à l'avance, mais enfin quand même, quel volume de travail, quel travail. Et j'espère bien qu'on va réussir à lui rendre hommage pendant l'émission. Pour me filer un coup de main, parce que c'est quand même un monument déjà, Monsieur Simon de Tuyère. J'ai un copain, c'est que vous connaissez déjà, les amis qui nous regardaient. Voilà, donc c'est Fen qui est avec nous ce soir. Hello, coucou Hello. tout le monde. Oh, Oula, attention, l'ambiance. Bah, il m'a dit, ouais, faut mettre un costume médiéval. Et je me dis, bah, j'essaye et puis rate. Alors, bon, ben d'accord, ok, bon, ben on prend, ça va, d'accord, ça va. Non, on avoue, l'ami Simon et moi-même, on avait quelques velléités à se mettre en costume, mais les amis, soyons clairs, il fait chaud, il fait beaucoup trop chaud. Très chaud, c'est torride avec nous. Voilà. Bon, écoutez, le canevas de l'émission, ça va à part qu'on va se lancer assez rapidement, mais dites-moi, ça va chez vous? Je sais qu'on n'est pas très loin, mon cher Simon, toi et moi. Hein, presque on pourrait se parler de balcon à balcon. Fen, tout va bien, voilà. Fen, tout va bien de par chez toi? Il y avait des gouttes de pluie tout à l'heure dehors. Oh, quelle chance! Le bonheur, on va tout ouvrir en grand là pour la nuit. Ça va faire du bien. Ah, tu sais ce qu'on dit, la pluie est une bénédiction divine. Hein? Non, c'est pas moi qui l'ai dit. Donc, du coup, ami Simon, mais sire Simon, pardon, excusez-moi, c'est familiarité. Mais sire Simon. Nous sommes des amis aussi, donc ça va, ça peut passer. Bon, ça, mais... Arrêtez de m'appeler sire. Donc, du coup, on va commencer comme on commence d'habitude, parce que il se trouve que tu fais ce que tu fais, que le peuple apprécie, mais il se trouve que tu es aussi rôliste, et pas seulement d'ailleurs. Tu es à la fois quelqu'un en ce qui concerne les mondes de fiction, autant dans le jeu que dans la fabrication de certaines choses. On va bientôt en parler. Et puis bon, tu es donc géaniste, et tu fais aussi de la reconstitution médiévale. Donc on va parler de tout ça. Mais tu as fait un peu de jeu de rôle quand même, un petit peu. Un peu. Et du coup, ça a commencé comment le jeu de rôle pour toi? Eh bien, lorsque je devais avoir aux environs de 17 ans, je me suis rendu compte, je ne sais pas comment, en discutant comme ça, sans doute avec des amis rôlistes table, qui avaient la possibilité de courir à moitié nu dans la forêt avec une hache en mousse. Et donc, j'ai commencé comme ça, avec des gens qui devaient sans doute, une belle molle, qui devait sans doute tourner autour de la crypte du jeu ou autre. En tout cas, il y avait quelqu'un qui organisait des jeux là-bas. Et j'ai fait des premiers jeux là-bas, Conan, qui était du grand n'importe quoi, mais on pouvait jouer toutes les 2 semaines. Et
l'aspect sportif m'intéressait, donc j'ai pas mal bastonné. J'ai pris plein de roustes et petit à petit, j'ai appris à jouer. Mais il est évident que j'ai été essentiellement au départ spectateur de l'activité pendant 5 ou 7 jeux, jusqu'à commencer à oser intervenir, développer quelque chose et être moins qu'une force de frappe ou un mec rigolo dans le fond. Et ensuite, eh bien, j'ai rallié Anacron. Voilà, Anacron, j'ai rencontré des personnes qui sont encore des amis et que je suis, avec qui je reste en contact, qui sont devenus une sorte de seconde famille pour moi et avec qui j'ai évolué. Et ensemble, nous nous sommes lancés dans la reconstitution médiévale, beaucoup plus sérieuse, avec des épées en fer qui font mal et un autre cadre, complètement un autre cadre. À côté de ça, il est évident que j'adore le jeu de rôle. J'adore interpréter un personnage, me fondre dedans, etc. Et c'est vrai qu'avec le temps, je considère qu'il est préférable pour moi de faire jouer les autres plus que de jouer moi-même. C'est-à-dire que même lorsque je me retrouve en position d'être un PJ, j'aurais toujours tendance, quand je vois qu'il y a une perche à lancer, à essayer de titiller les autres. Voilà, ça fait partie de mon petit plaisir aussi de joueur, c'est-à-dire d'ouvrir l'éventail des possibles, quitte à me mettre des fois dans la merde au niveau du scénario. Je t'ai vu faire un certain nombre de fois, tu es ce qu'on appelle un donneur de jeu. Voilà, donc voilà, je donne du jeu aux autres avec plaisir, et après je jubile des situations que j'ai pu contribuer à créer. Voilà, alors pour le jeu, j'ai eu un parcours sans doute assez long. Et à un moment dans ma vie, j'ai quitté la région marseillaise, dont je suis originaire. Je suis monté à Paris notamment, et à partir de là, eh bien, ce fut la fin des GN, tout simplement, car ce n'était plus accessible, ou alors de façon très épisodique, mais je n'avais plus de matériel, plus rien. Voilà. Ensuite, je suis retourné à Marseille, dans ma bonne ville en Artois, et à partir de là, j'ai fait beaucoup moins de GN, malheureusement. Bien que j'ai grand plaisir à jouer et que j'en garde des excellents souvenirs, mais j'ai une vie de famille et j'ai du travail. Voilà. Donc, ce sont des choses qui arrivent. Ce sont des choses qui arrivent. Voilà. Wow, bon, ta expérience complète et large. Ça t'inspire des trucs, Fen, à dire parce que bon, il y a quelques mots qui nous ont qui nous inspirent. Anacron, j'ai été très longtemps joueur Terre du Sud, qui était le camp de vacances d'Anacron, justement. Ça t'a appelé comme ça à un moment. Donc, du coup, pas mal de personnes, je pense, en commun. Après, sur Paris, c'est vrai qu'à l'époque, pareil, moi, quand j'y étais, c'était un petit peu plus compliqué. Aujourd'hui, c'est un peu mieux. Il y a plus d'ouverture, mais tristement, voilà. Après, c'est pas les mêmes régions, il faut du terrain, tu te retrouves vite à partir en Bretagne ou voilà tout de suite forcément voilà, c'est ça. Et effectivement, il faut des moyens dans lesquels en orga c'est possible, en joueur je peux pas quoi, perso, ça c'est clair. Et ça, je suis d'accord avec toi. Après, effectivement, voilà, hein, un peu les mêmes chemins, hein, ça c'est logique. Oui, nous sommes, pardon, parmi les, je t'en prie. Parmi voilà, la tranche d'âge qu'on représente, beaucoup de personnes ont dû suivre cette trajectoire. C'est-à-dire qu'il y a eu les années fastes, où on avait du temps et pas de moyens. Maintenant, on a plus de moyens, on a moins de temps. On court moins vite aussi. Hein, parce que, ou alors c'est les jeunes qui sont moins en forme que ce qu'on l'était, mais c'est pas sûr qu'on court moins vite. Alors moi, les jeunes que je fréquente, ils sont très très en forme. Oui, non, mais en combat à pied, tu m'étonnes. Oui, c'est sûr qu'ils sont en forme, les jeunes, bien entendu. J'ai également, et ce serait une injustice de les oublier, j'ai passé aussi beaucoup de temps avec l'équipe de Féodus, avec qui j'ai des excellents souvenirs. Ce sont des gens que j'adore. Mais ça a créé un effet pervers, c'est qu'on se connaissait tellement que ça me faisait sortir du jeu. C'est-à-dire, j'interpellais quelqu'un, je lui disais, viens la moustache. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé une fois, mais j'ai pris une tôle en jeu, mais monstrueuse. Je vois le mec, bon, en l'occurrence Alban, voilà, des contes de Provence. Hein, et des contes de Provence. J'arrive, au fait, Alban, machin. Il me regarde, il me fait, mais c'est qui ce Alban?
Et là, je réalise qu'en fait, on est au milieu des verbes, le verbe au milieu des péchés. Oh mon Dieu, la honte, je pars au courant. Eh oui. Énorme. Mais finalement, je dois aussi un excellent et récent souvenir de jeu avec le Tan du Nadir, puisque tu m'as invité à ce jeu. Merci, monsieur. Oui. J'ai tenu un rôle, parce qu'il y a quelques rôles que je connais très bien, sur lesquels j'ai beaucoup de matériel déjà prêt. Je jouais donc un prêtre orthodoxe, et en fait, j'ai eu le délice de tomber au milieu d'un groupe de novices qui ont joué le jeu jusqu'au bout. Il n'y a eu aucune sortie de jeu. Il n'y a pas eu une personne qui m'a dit qu'il avait mal dormi parce que sa tente s'était effondrée, qu'il avait un problème de voiture pour rentrer. On était en jeu de A à Z. Du coup, c'était une belle immersion. Ouais, c'était très bien. Et c'est aussi le bénéfice d'arriver en étant nouveau dans un groupe en tout cas, mais pas nouveau dans le jeu, et se fondre dans un groupe, là au moins, on est dans son personnage, on le tient jusqu'au bout, à tel point qu'on avait un mot de code pour dire quand quelque chose de vraiment grave se passait, on disait c'est vraiment, vraiment grave. Sinon, on pouvait dire ah machin, il s'est cassé la jambe. C'est bon, il va avoir le guérisseur magique. Mais si on dit il s'est vraiment, vraiment foulé la jambe, alors là, on sortait du jeu. Et le fait que ce mécanisme ait été employé, ça a été vraiment un énorme bénéfice pour la qualité du jeu d'ensemble. Voilà. Et en plus, les petits jeunes avec lesquels j'étais étaient quand même très très motivés. Et je dois bien avouer que beaucoup m'ont remercié pour ce que j'ai amené, mais moi je tiens également à les remercier pour leur qualité de jeu, leur investissement et tout, parce que on va faire passer le mot. Et dans le bon sens. Oui, c'était un contexte de jeu qui était intéressant, on a eu la proportion d'abuseurs, on a eu la proportion d'abuseurs, on va dire habituels, hein, voilà. Mais ça a été une sacrée surprise, ces nouveaux joueurs ou pratiquement néophytes qui sont venus. N'avaient pas spécialement des personnages scénarisés, étaient un groupe constitué. Ils étaient constitués notamment autour de ton personnage comme étant des chrétiens dans une Bretagne encore très païenne. Et du coup, effectivement, ce jeu-là, il a été assez fabuleux. Et d'ailleurs, ils font partie c'est un gros contingent de ceux qui reviennent la prochaine fois. C'est-à-dire qu'ils ont tout à fait compris l'esprit avec lequel on le faisait, tout ça. Juste un petit mot sur le safe word dont tu viens de parler sans expliquer ce que c'est, parce que c'est quelque chose qui est pas apprécié par l'intégralité des pratiquants du jeu, notamment quand c'est un truc un peu trop ésotérique, que c'est un mot compliqué ou que c'est un mot moderne. Le doublement du mot vraiment, c'est un truc que j'ai intégré dans les règles dès le départ, d'abord pour la protection en fait des plus faibles. C'est-à-dire que dans nos divertissements, au coin d'un bois, dans une vieille bâtisse, sur un terrain perdu dans tel pampa de province, il faut qu'on soit capable d'entendre quand quelqu'un est en train de passer un mauvais moment, s'est fait mal, ou simplement vit un truc qu'il n'a pas envie de vivre, et puis voilà, donc il n'est pas en train de s'amuser, voire il est en train de souffrir, et il faut qu'il soit capable de dire, sans absolument détruire l'immersion totale, il faut quand même qu'il y ait 2-3 personnes qui soient capables de prendre en compte ce truc-là et de lui permettre de partir, d'aller ailleurs, de continuer la scène sans elle. Et ça c'est quelque chose qui n'est pas assez pratiqué, en fait. On en parle beaucoup. Ça a pas mal brûlé le torchon. Ça s'est enflammé sur les réseaux sociaux parce que il y a toujours les masculinistes de service qui disent ouais, on n'en a pas besoin, machin, ceci, cela. L'expérience a prouvé qu'à un moment donné, si, en fait, ça sert. Voilà. Et si c'est utilisé de façon intelligente, ça apporte un bonus inattendu, c'est-à-dire que ça ne sert pas qu'aux situations, comment dire, difficiles. Ça ne sert pas que de signal pour des situations problématiques. Ça sert aussi, en fait, à se rendre compte, quand il n'a pas été utilisé, qu'un jeu, en fait, a été d'un niveau immersif supérieur à d'habitude. C'est pas un détail. Je suis très très heureux d'entendre ça, en fait. Voilà. Ah ouais, non, mais je suis très très heureux d'entendre ça parce que c'est un truc à chaque fois qu'on fait une orga, bon,
dans l'association qui organise le Tan du Nadir, qui se trouve être la nef des premiers hommes, on a toujours eu cette habitude, on a toujours utilisé un safe word. Quand on peut, on met même une safe zone à disposition pour les gens qui veulent s'arrêter de jouer parce qu'ils trouvent que ça devient trop difficile à vivre, ou c'est trop compliqué, ou ils sont fatigués, enfin bref, ils veulent se sortir du jeu un moment. Ils ont le droit. Tous ces trucs-là, ça me fait bien plaisir qu'une personnalité telle que toi dise que c'est un truc qui est intelligent, que ça a très peu servi, donc ça veut dire que le jeu était intéressant et immersif et pas spécialement toxique. Du coup, vraiment, ça c'est cool. Ah, bien. Là, je passe déjà une bonne soirée, moi. Donc, merci. Et bon, on n'en fait pas des mystères, hein, on fait la suite. On a été obligé d'annuler le GN de cette année. On allait jouer le 3e opus lors du week-end de Pâques. C'est reporté au 30 avril de l'année prochaine. Donc, salut à tous les joueurs du Tan du Nadir. On se retrouvera le 30 avril. Peut-être pour un inter-GN en décembre, mais c'est en construction. Il faut voir combien de gens peuvent être là. Ça, on verra. Voilà. Donc, ça c'est cool. Ça, c'est bien cool. Bon, du coup, oui, vas-y, Ken, vas-y. Le concept du vraiment me plaît tellement que je pense que je vais le communiquer aux copains de Drakerit. Oh, ils ont déjà un safe word. Mais je trouve le principe très sympa et je trouve que c'est sympa de discuter parce que perso, j'ai quitté l'Orca pendant un temps. Là, j'y retourne et donc ça va être l'occasion effectivement de poser un truc et de dire tiens, là ils font ça. Vous en pensez quoi? Et là, ils vont me dire, lui, il fait ça. Et entre les deux, ça va faire une idée supplémentaire pour réfléchir à faire avancer les choses. Et je pense que ça va être super parce que je trouve déjà ce fonctionnement super aussi. Merci, c'est cool. Du coup, si on rentrait dans le vif du sujet, on sait que tu es rôliste, on sait que tu fais du GN, on sait que tu fais de la reconstitution historique. Pas que du combat d'ailleurs, tu fais aussi du campement médiéval, parce que je crois que tu fabriques ton équipement, il me semble. Alors, il y a des limites à tout, c'est-à-dire que dans un certain cadre qualitatif, je n'ai pas pu aller au-delà. Ouais. J'appartiens à l'association La Guerre des Couronnes, qui est une association donc, de reconstitution historique, en gros, fin 14e, effectivement. Les armures fin 14e, on est en mesure d'en fabriquer soi-même parce qu'il y a une partie de l'équipement qui peut être fait de cuir et de métal. Mais au-delà d'un certain niveau qualitatif, notamment pour la sécurité, quand ça commence vraiment à être un peu raide, il vaut mieux acheter du matériel qui a été fait par un professionnel, voire en acier trempé et plus en métal malléable doux. Ouais. Donc ça en dit long sur les chocs qu'on peut prendre. Effectivement. Donc le matériel, moi, pour la reconstitution, mon champ d'action, ça va être du travail de cuir un peu méticuleux, comme sur des fourreaux notamment. Alors attendez, un petit instant. Des exclus. Oui, des exclus, mais voilà. Donc, ce qui signifie que cet homme-là ne fait pas que dessiner, vous l'aurez compris. Hein, voilà. Là, j'ai fait un fourreau. Qu'il est beau. Oh, qu'il est beau. Voilà. Ah ouais, on le voit, non, mais on le voit très bien, Ouais. Ok, ça va. Ouais. Donc attends, là... tu sais quoi, je vais te mettre en grand écran. Voilà, alors les parties que vous allez voir ici, ça c'est des pièces qui ont été achetées. J'ai fabriqué ceci. Ça c'est un fourreau qui me sert pour me battre, hein. Donc si je l'abîme, c'est pas grave. Et le montage n'est pas génial. Et puis après, comme j'aime bien les expérimentations, j'ai fait ceci aussi pour voir. Voilà, alors ça reste quand même du travail qui est relativement accessible pour peu que vous ayez une petite perceuse fine ou voilà. Donc, ce que je vais faire pour la reconstitution, c'est de la couture, tout simplement, du travail de cuir et des bois, des choses comme ça. Voilà, ça s'arrête à peu près à ça. Il y a eu un moment où je faisais des armures, mais les exigences n'étaient pas les mêmes du tout. Oui. Pour le GN, justement, comme je fais du travail de cuir, j'ai pu faire des protections de main, celles que je portais au Tan du Nadir, une armure, etc. Et là, je me suis amusé, j'ai chargé et là, ça peut être intéressant parce qu'on va peut-être amorcer le point de contact entre le GN et mes créations. C'est-à-dire que j'ai longtemps joué un prêtre et j'ai assisté, il y a des années de ça, à une messe qui a été faite par un monsieur génial que je n'ai jamais revu, un jeune homme, qui se faisait, alors attendez, appeler peut-être frère
pas Simon, ça m'étonnerait, mais peut-être Marc ou quelque chose comme ça. Et il faisait des messes. Et tout le monde allait à ces messes. Et moi, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'était il y a un temps. On se fait chier aux messes. Faut le dire, on se fait chier. Et le gars nous avait fait une messe. Tout le monde chantait. Il avait fait des reprises de Brassens à la messe. D'accord. Je pense à Jésus, je prie, je prie. D'accord. Voilà. Et il avait fait notamment des textes délicieux. Et un texte en particulier a retenu mon attention et je m'en suis souvenu, mais je ne me suis pas souvenu de tout, malheureusement, parce qu'après on est foufou, on oublie. Et ce texte parlait de la douce odeur de la paix. Et partant de là, j'ai reconstruit, moi, j'ai fait 2 pages du texte La douce odeur de la paix que tu as entendu, je pense, en GN. Et pour des Féodus, notamment, je me suis mis à développer avec un pote, Jean-Michel, salut, une Bible avec des textes vraiment très très raides, qui prouvaient que quand on joue la loi et l'ordre, on est pire que le chaos. Et donc, on a fait ça résonne dans l'actualité, ce que tu es en train de dire. Donc... Totalement, mais le retour déjà au Moyen-Âge et pas dans longtemps, je pense. Et en tout cas, à ce moment-là, donc c'était mes premiers détournements médiévaux, ma première plongée dans les enluminures, leurs détails et leur richesse, ça date de là. C'est-à-dire que ça date d'il y a quasiment 20 ans. Ah oui. De cet événement-là a été produit une Bible que tu as vue, qui est une Bible en cuir reliée, que je ne quitte pas, avec des illustrations et des textes bien copieux pour ceux qui s'en souviennent. Et donc j'ai réussi à faire ce que cette personne avait initié jadis, c'est-à-dire que quand je fais une messe, les gens viennent parce que c'est un spectacle et que c'est très drôle. Voilà. Donc ça a été un petit peu ma première approche. Donc les enluminures que je fais, finalement, j'avais déjà mis le pied dedans il y a bien une vingtaine d'années. Voilà. Dis, je sais pas, tu nous montres, parce qu'en fait, ton métier, c'est pas strictement illustrateur. Il faut qu'on en parle faut qu'on en parle 2 minutes de ce que tu as fait ces dernières années et que tout le monde dans ce pays a pu voir peut-être. Sauf si c'est secret, je sais pas, c'est toi qui dis. C'est possible. Non. Alors moi, je suis un travailleur de l'invisible, un travailleur de l'ombre. Alors, je suis storyboarder, c'est-à-dire que je fais des dessins de pré-production pour, par exemple, des séries de dessins animés comme Yakari ou Linus et Boom ou des trucs. Enfin bon, j'ai quand même pas mal travaillé pour des séries qui sont pas forcément sorties en France. Il s'agit donc de tous les dessins préparatoires qui vont servir de plan pour la construction du dessin animé, c'est-à-dire que ça va être donné à des équipes d'animateurs. Une fois que le storyboard est validé, les gens savent exactement ce sur quoi ils doivent travailler. Concrètement, dans ce métier, quand ça concerne le dessin animé, on vient me livrer un scénario et un cahier des charges, des obligations techniques à remplir absolument. Donc pour la 3D, ça va être par exemple, les personnages ne doivent pas avoir de contact avec les objets. Si quelqu'un prend un verre pour boire, il faut qu'il ait déjà le verre dans la main et qu'il boive, parce qu'ils ont des problèmes de contact, que les objets ne sont pas synchronisés. C'est comme ça. Si je fais des dessins animés en 2D, ou je participe à une production comme ça, on va me dire de privilégier plutôt les cycles de marche à plat. Donc on va voir les gens, par exemple, si j'ai bossé pour Yakari, ça c'est le dessin animé le plus connu. Si on voit 2013, en 2013, c'est ça? Il est sorti en 2013. Celui-là de Yakari. C'est possible. C'est ça, quelque chose. Après, je te dis, j'ai un peu lâché le pied. Après, j'ai arrêté, je vous expliquerai pourquoi. On voit les. Ah oui, j'ai aussi bossé pour les Mini Ninja. Ça, c'est un peu plus récent. Et, donc là, si on voit le personnage qui galope sur son cheval, comme c'est un cycle en 2D, on va l'utiliser. Donc, en fonction du type de production, j'ai des contraintes particulières. Après, on me dit, je discute avec le réalisateur, qui est plus un chef d'orchestre qu'un réalisateur, comme pour les films classiques, qui va avoir vraiment son mot à dire sur tout. Là, le boulot du réalisateur de séries dessins animés, c'est un chef d'orchestre. Il va tout régler. Toc, toc, toc. Il distribue les contraintes techniques, les scénarios au storyboarder. Après, il s'occupe d'autre chose. Et nous, on travaille en autonomie. Et ce qui a fait que j'ai arrêté notamment, c'est que j'ai beaucoup donné et que je me suis épuisé là-dedans. J'avais plus de jus, j'en faisais trop. Ou
juste ce qu'il fallait, mais je le faisais mal, je ne sais pas. En tout cas, ça m'a bouffé une énergie fabuleuse. Donc, j'ai un peu tourné le dos à ça, et maintenant, je fais essentiellement des storyboards de publicité ou de clips. Voilà. Donc, il est à peu près certain que vous avez vu des publicités sur lesquelles j'ai travaillé, mais comme ce travail disparaît complètement au moment de la fabrication du film, puisque ce sont les étapes préliminaires qui servent de validation, qui servent à monter les budgets, enfin, plein de choses. Après, c'est filmé et ça disparaît. Donc, de temps en temps, lorsque j'allume la télé, quand ça m'arrive, je peux dire « Oh, j'ai bossé sur celle-là. Oh, celle-ci, je l'ai faite. Ah, ça a bien changé. » Mais nulle part, on verra apparaître là-dessus. Je ne suis pas crédité là-dessus. D'accord. Voilà, donc ça, c'est ce qui me fait vivre actuellement. C'est ça, c'est le storyboard. Et quelques illustrations à gauche, à droite. D'accord. Bah écoute, on en montre quelques-unes ou tu nous fais une démo? Fen, tu as envie de dire quelque chose? Non, c'est vrai. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est de faire un partage d'écran. Ouais. Et vous allez voir comment je bosse. Mais alors, avant ça, on va choisir un sujet. Ah, alors. Je vous laisse donner un sujet. Fen, un sujet. D'illustration qu'il pourrait nous faire en live. Lapin. Un lapin. Lapin, ok, ça va. Et comme je t'aime bien, Fen, je vais faire des lapins pirates. Ou un lapin pirate. Ok, ça va? Alors, avant de lancer le bousin, je vais vous expliquer un petit peu le matériel que j'utilise. Parce que je dis pas qu'il y a mais quand même. Moi, je suis sous Linux. Je suis sous Ubuntu depuis plus de 5 ans. Donc, je gagne ma vie et je vis grâce au logiciel libre. Mon ordi, à 5 ou 6 ans, c'est une bécane honorable, mais c'est pas une bête de guerre. Au départ, j'avais pris pour pouvoir jouer aux jeux vidéo. Donc elle a quand même une bonne petite carte graphique. Cependant, ça fait 5 ans que je gagne ma vie avec, et j'utilise un logiciel qui s'appelle Krita, qui est un logiciel open source, libre de droit, qui m'a rien coûté, mais par principe, parce qu'il me fait gagner ma vie tout de même, tous les ans, il faut un appel de fonds et je vais leur filer 60, 100, 150 euros même, selon les années que j'ai faites, pour les soutenir, parce que c'est grâce à eux que j'ai ce super outil qui est vraiment hyper bien calibré pour ma tablette graphique. Et ensuite, ma tablette graphique, c'est un gros outil, c'est un gros investissement. Il s'agit d'une Wacom, c'est une Cintiq 21 pouces HD, donc c'est un gros écran sur lequel je vais dessiner avec un stylet, qui est un stylet magnétique. Et donc, il est sensible à l'inclinaison et à la pression. Voilà, donc c'est pas un truc... parce que si vous, actuellement, vous avez des devices, des interfaces tactiles, là, quand vous mettez le doigt, c'est pâté jusqu'au bout. Donc moi, je peux faire des pleins et des liés, etc. Voilà. Alors, mon écran, j'ai 2 écrans. Mon écran est à côté. Je vais faire le partage d'écran. Et moi, je vais splitter. Là. Au revoir. Non, on va rester là, mais on va devenir tout petit. On va devenir tout petit sur la gauche. Et voilà, mais s'il y a besoin, tu ne gênes pas. Et voilà. Simon de Tuyère. Ok, je l'avais prévu au cas où. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment je procède. Moi, je bosse avec mes clients et en fait, c'est un petit peu la dictée magique. C'est-à-dire, ils me disent dessine-moi ceci ou dessine-moi cela. Donc, moi, j'ai mes outils que vous voyez ici. C'est une tablette que j'ai paramétrée moi-même et j'ai le choix parmi une grande quantité de tablettes. Donc, j'ai mes outils qui sont là. Et en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par faire un croquis rapidement. Hop, je vais poser mes volumes, etc. Hop. On va dire que c'est un lapin pirate. Ouais. Hop, je vais poser mes volumes, etc. Et là, vous me voyez dessiner. Alors, il y a plusieurs particularités. C'est que je peux faire une rotation de mon espace de travail et zoomer. Donc là, je sais que je suis à 14%. Donc là, je suis en train de faire un dessin qui est un petit peu démesuré. Et puis, si ça ne me plaît pas, je peux tout effacer et recommencer. Donc là, vous avez compris, ça ne me plaisait pas. Donc, je vais partir sur un truc super simple. Alors, il se trouve que c'est le même outil, bien entendu, que j'utilise pour faire mes enluminures. Les enluminures? Ah ouais. Et oui, c'est fait comme ça. D'accord, parce que moi, je pensais que tu récupérais des trucs d'image que tu retravaillais un peu par derrière. Alors, oui, mais pas que.
il y a des éléments que je ne peux pas récupérer. Par exemple, Oui, bah ouais. dans Retour vers le futur, Mm. le dessin est complètement fabriqué par moi. D'accord. Je pense que tu comprends pourquoi. Il y a Doc. À la rigueur, le chien, j'aurais pu le récupérer, mais c'était plus simple pour moi de De le le faire dessiner. directement, oui. Voilà. Alors, comme il s'agit d'une démonstration, je n'avais pas non plus poussé le délire jusqu'à faire de la couleur, etc. Mais voilà, vous allez me voir dessiner gommé, puis à un moment, je vais arrêter parce que sinon, ça va devenir autre chose. Ce ne sera plus une entrevue avec Simon Tuyère, mais ce sera une démonstration technique Voilà. Donc là, on a un lapin. OK. Alors, ce que je fais en général, c'est que je vais dans les canaux et je fais en sorte que mon dessin apparaisse en bleu. Puis, je vais prendre un outil que j'estime plus adapté. Et là, Oh je la vais classe. à faire vraiment Déjà, mon c'est dessin. déjà classe, quoi. C'est Donc, déjà classe. non, mais c'est clair, pareil. C'est des... oh, Sérieusement, il faut absolument que ma fille, elle dessine un petit peu, tu vois. Donc là, je lui ai acheté justement une tablette et puis elle commence, elle s'y met et elle balance un peu ses dessins sur Twitter depuis quelques mois maintenant. Donc du coup, je vais l'attraper et je vais lui faire tiens, regarde la vidéo, tu vas voir si ça se trouve, tu vas choper quelques idées sympas sur comment bosser et comment faire des choses, quoi. C'est vraiment super chouette. Voilà. Alors, donc, moi, ben, j'ai ma méthode, j'ai Ouais, bah ouais. mes habitudes, j'ai mon coup de main, etc. Donc, après, libre à vous d'essayer. Alors, sur mon site, sur mon Facebook, si ça intéresse les gens, alors là, j'appelle les auditeurs de cette magnifique émission, de ce stream extraordinaire, à m'envoyer des petits messages sur mon Facebook. J'ai fait du time-lapse que j'ai enregistré il y a maintenant plus de 2 ans, je crois, qui montre ce que je suis en train de faire là, mais en accéléré avec Ah oui, j'en avais partagé d'ailleurs. J'en ai vu, chaque fois que je les voyais, je les partageais d'ailleurs. avec un degré de précision qui n'est pas forcément pas le même, puisque là, je vais arrêter dans pas très longtemps. Mais voilà. Oh là là. Mais rien que ça, déjà, c'est du vrai bonheur, quoi. Mais écoutez, je suis content. Pour moi, c'est un truc. Je dis pas que je le fais sans forcer, parce que ça m'a pris des années avant d'en arriver là. Ah ben oui, non, ça... C'est clair. Mais comme moi, quand j'écris des trucs et que les gens ils me font machin, moi j'ai pas l'impression de. Je me dis j'aurais pu faire mieux, quoi. C'est clair. Hein. Voilà, donc là, on a un lapin pirate. J'ai fait ça vraiment super vite. Après, vous voyez que sur le côté, j'ai une palette de couleurs. Ouais. Et après, j'utilise des outils avec les effets de calque. Du coup, je peux me permettre de remplir super rapidement des zones. Mm-hmm. Voilà. Et une fois que ces zones ont été remplies, là, c'est vraiment la méthodologie pure. Hein, c'est ce que j'utilise pour gagner du temps. Oh, c'est spé la façon. Ouais, d'accord, la façon dont le. Ouais, ok. La façon dont le remplissage s'effectue, c'est une zone. Ouais, d'accord. C'est du remplissage par zone. Une fois que c'est fait, ça, par exemple, je vais choisir une autre couleur. On va dire un poil plus clair, mais avec une autre opacité, 48%. Et je vais choisir de ne dessiner qu'à l'intérieur de la zone que j'ai faite. Donc là, je vais revenir et je vais rajouter de la lumière. Voilà, on va dire qu'il a une petite tache sur le bidou, et puis je peux aussi rajouter de l'ombre. Voilà, hop, hop, hop. Alors là, typiquement, une bonne partie de mes enluminures sont faites comme ça. Techniquement, on ne devrait pas appeler ça des enluminures. C'est un choix que j'ai fait, mais qui est une hérésie totale. Oui, c'est pas de l'enluminure. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, là, vous voyez, je vais arrêter là, c'est pas la peine de continuer. Ça, on va dire qu'on va dériver sur autre chose sinon. C'est un petit peu comme ça que je travaille. Et pour les enluminures elles-mêmes, c'est-à-dire le travail de décoration, il est triste. Tu l'as même pas sauvé, le lapin? Non? Alors, on verra après si on peut sauver. Faites un sondage pour savoir si on doit sauver Bunny. Alors, doit-on sauver? Et après, voilà, pour les enluminures, j'ai aussi des petits outils aquarellés que j'ai. Et toutes les petites frises que vous allez voir, eh ben, je les dessine moi-même à la main. Comme ça. Alors au départ, ben, j'avais besoin de repères, puis à force, eh ben, on apprend à les faire par soi-même. Donc on va faire ça. Ça, après, je vais le réduire, le dupliquer, par exemple. Et ça va me permettre... Alors, j'utilise quand même l'outil informatique pour la duplication.
Et Comme ça il va est me pas, permettre. comme il est pas devant l'écran, il ne le voit pas, donc je lui dis. Hein. Donc, cher Simon, tu as des messages. Tu as Save Pirate Bunny, hashtag Save Pirate Bunny, voilà, qui part en trending mondial là. Ah, ok, on va se calmer. Hein. Euh, donc voilà, par exemple, quand je fais vraiment un boulot d'illumination, d'enluminure, je vais fabriquer un motif comme ça que je vais choisir de répéter à l'envie. Je vais le réduire et après, là, on est vraiment dans le travail informatique, c'est-à-dire copier-coller. De la Et là, recopie. hop, coller, hop, tac, tac. Pour que ça fasse plus en luminure, je vais me rajouter un fond derrière. Je vais choisir une couleur plutôt contrastée. Hop, on va prendre un outil qui est plutôt pas mal, celui-là. Ouais, 100%, c'est bien. On va le laisser faire. Là, l'ordi rame un peu parce qu'il y a pas mal de textures. Et j'essaie de ne pas mettre un aplat pur parce que c'est trop numérique. Ça va pas être assez joli. D'accord, ok. Ensuite, je vais prendre des outils un peu cradins comme mes crayons ou autres et je vais venir rehausser le tout. Hop, hop. C'est un peu timide. J'augmente la taille. Là, c'est trop. Hop, hop, hop. Voilà, c'est fait. Là, j'ai de quoi commencer une frise, une décoration autour de mon sujet. Donc ça, on va le dupliquer, l'écraser, le transformer. Et voilà, on a de quoi démarrer une frise. Tac, tac. Et celui-là, bon, on va aussi le dupliquer, CTRL-T. Tac, tac, voilà. Et maintenant, on a quelque chose pour sauver Bunny. Donc, voilà. Donc mon Bunny, je vais quand même il ne sera pas sauvé en entier, les gars, hein, je suis désolé. Il sera sacrifié sur l'autel de la démonstration. Aïe, C'est magnifique. Attends, je me suis gaufré dans mes empilements de calque. C'est pas bon, ça. Voilà, il est là. Tac, tac, tac. Alors là, vous voyez, je viens de commettre une erreur. C'est que j'ai pas sauvé le truc que je pensais. J'étais pas sur le calque où je croyais. Donc, l'outil que vous me voyez utiliser actuellement a une autre particularité, mais qui est aussi présent dans Photoshop, c'est que je peux attribuer des couleurs à mes calques. Bah, du coup, je sais que tout ce qui va être en orange ou en bleu ou vert, ça va être le lapin. Voilà. Et que du coup, je vais pouvoir le transformer après. Ça évite de se perdre. Donc voilà, Save Bunny. Hop. Là, on est dans le cas, voilà, si j'avais dû faire une enluminure, j'aurais fait ça, à peu près. C'est-à-dire mon dessin principal, la bordure, et puis après j'ai un outil texte qui me permet d'écrire le texte que je veux. ah, c'est méchamment la classe. Ah, Pirate Bunny. Alors attendez, j'ai un clavier qui ne fonctionne pas. Voilà, Save Pirate Bunny. Ok. On l'agrandit. Alors là, j'agrandis de la mauvaise façon. Normalement, il faut l'agrandir en vecto. Hop. Après, ce que je fais, c'est que je me choisis des outils texturés. En général, ça. Je fais une tartine. Voilà, j'éclaircis après. Et ça me fait un espèce de fond texturé. Le fond texturé, je l'agrandis. Beaucoup, 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 beaucoup. Et ça me fait ma texture de papyrus. Alors attendez, là, il faut qu'il réfléchisse. Mais voilà, là, au moins, là, vous m'avez vu faire le tour complet de la méthode que j'utilise. D'accord. Okay. Je ne vous parle pas de l'inspiration, des idées. Non, mais voilà. Voilà, ça, Pirate Bunny, bon, c'est pas terrible, il faudra rajouter un peu de blanc, on va dire. Opacité moindre. Et puis après, je viens tamponner pour rééclaircir. Voilà. Et ça me permet d'obtenir le contraste que je veux. Voilà. À partir de là, je vais arrêter le partage d'écran. Je sais que c'est fascinant et que vous pourriez... Et je pense que c'est pas le... Je vais arrêter depuis mon ordi le screen sharing. Voilà, c'est bon. Donc voilà, vous avez vu un petit peu comment ça fonctionne pour ça. Alors en général, ce que je fais, quand j'ai une idée pour une enluminure, j'ai mes petits carnets de croquis.
et je fais mes trucs qui sont là. C'est bien que vous les voyez flous. Mystère, mystère. Ce sera la prochaine. Une fois que c'est fait, eh ben, j'attaque avec la méthode que vous voyez. De temps en temps, je peux récupérer des éléments que je trouve particulièrement intéressants ou pour gagner du temps. Un bon exemple d'œuvre CTRL-C, CTRL-V, si je puis dire, parce qu'il y a quand même du boulot derrière, c'est j'ai fait une affiche pour Red Shadow Legend, qui était un truc capillotracté. D'ailleurs, l'idée n'est pas de moi, elle est de David, un YouTuber que je salue très fort, qui m'a donné cette idée, et j'ai trouvé ça excellent. Et comme je voulais le faire très vite, je suis allé dans ma banque d'images et chercher sur le net. Donc j'ai une banque d'images personnelles avec des enluminures sympas ou par thème. J'ai les amoureux, des gens au lit, des diables, etc. Je pioche dedans et je m'en inspire. Et là, en fait, au Moyen-Âge, ils avaient des particularités avec certains animaux. Autant ils dessinaient bien les lions. Et alors les chats, putain, ils s'en prenaient plein la gueule. Et donc pour Red Shadow Legend, j'ai pris les pires chats que j'ai trouvés. Et comme c'est un espèce de jeu vidéo, enfin, c'est un jeu vidéo avec des équipes qui se bagarrent, j'ai fait les chats les moins tarés contre les chats les plus mongoliens du monde. Et ça a fait mon affiche et je l'ai fait très très vite. Mais la majorité des affiches que vous allez voir, eh ben, je redessine tout simplement parce que c'est plus simple c'est plus rapide pour moi. Oui. Vous avez vu à la vitesse à laquelle je travaille, c'est plus rapide pour moi de faire ça que de chercher la bonne source. Voilà. Accessoirement, il y a des images que j'ai recommencé jusqu'à 4 ou 5 fois. Matrix, la malice, Ah oui, la malice. j'avais l'idée. Je l'ai recommencé 4 fois. 4 fois. Et ma femme était là, elle me disait, ça va pas, tu sais. Oui, je sais. Et j'ai recommencé. Voilà, ça c'était un petit peu pour la méthode de travail et comment je vais faire. Je me suis amusé aussi à faire un truc que je ne referai sans doute pas parce que c'est un peu hors contexte, etc. J'avais fait une parodie de Balkany qui danse parce que ça m'avait assez choqué de savoir que ce gars avait quitté la tôle pour des raisons de santé et de le voir danser à la fête de la musique. Alors j'ai rien contre le fait qu'ils veulent baiser le système. Mais merde, c'est un homme politique et avec la position qu'il occupe, c'est absolument impossible qu'il fasse ça. C'est inacceptable. En dehors de ce problème de morale, et je ne veux pas revenir là-dessus, là, j'ai fait un rapide découpage que j'ai copié-collé, mais a priori, je pense que je vais m'abstenir de commenter l'actualité parce que ça n'est pas l'âme, le cœur de ma pratique. Non, parce que oui, et puis de toute façon, ça va t'emmener sur un terrain polémique qui va nuire, en fait, globalement à l'image de ce que tu fais. Alors qu'en fait, dans ce que tu fais, dans les choix que tu fais, notamment quand tu fais pas forcément la fiche titre d'un film, mais que tu reprends une scène particulière d'un film, il y a déjà ta personnalité dedans, il y a déjà des choses que tu veux faire passer. Peut-être que dans l'avenir, tu vas travailler davantage à faire passer exactement telle ou telle idée, mais se servir de l'actualité, c'est peut-être le soupçon de modernité de trop qu'il ne faudrait pas, en fait, dans cet exercice où tu mélanges, où tu proposes une vision du présent avec des yeux du passé, en fait. Moi, je trouve qu'il y a un processus de recul dans la façon dont, parce que, comme on se le disait en préparant l'émission, tu pioches énormément dans les années 80. Donc, voilà. Pourquoi ? Parce que c'est l'époque où les affiches de films... parce que c'est un truc, hein, les affiches de films, c'est un peu invariable. Soit ce sont des œuvres d'art, soit c'est complètement stupide. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque chose qui est là pour vendre le film, sauf que ça ne doit pas trop raconter. Alors, sachant que je suis en train de dire une énormité, parce que maintenant, souvent, quand tu vois la bande-annonce d'un film, tu as vu le film, pratiquement. Ça arrive, hein, quand même assez souvent maintenant. Mais justement, dans les années 80, les affiches de films, parce que dans les années 80, si tu voulais voir des bandes annonces, il fallait déjà aller au cinéma et tu voyais les bandes annonces uniquement avant le film que tu étais venu voir. C'est ça. Et c'était tout. Et c'était tout. Il n'y avait pas de promotion ailleurs. Aujourd'hui, tu peux passer 3 nuits d'affilée à ne regarder que des bandes annonces de ce qui va sortir sur les 2 ans qui viennent. Du coup, bon, et donc c'est plus du tout la même époque. Et j'aime bien le fait aussi de rappeler cette idée-là que l'affiche de film ou l'affiche qui est censée te vendre une envie
Elle est censée te raconter une histoire en elle-même. Et je trouve tes affiches détournées tellement plus intéressantes en termes d'histoire que les originaux. Non, mais c'est vrai. Tes reprises racontent davantage de choses que tu y mets des détails qui ne sont pas dans les affiches originales, Alors, où tu détournes d'une façon qui fait que tu n'as pas repris l'affiche originale, tu fais une affiche qui reprend un moment du film autre, mais en fait, tu racontes une histoire. alors, Et moi, le truc vraiment réussi, qui à mon avis fait, oh, tu viens de dépasser les 8000 followers sur Facebook ou un truc comme ça, ou tu y es presque, j'ai pas suivi, alors mais attends. Je crois que sur Facebook, je suis à un peu plus de 8000. un peu plus maintenant encore. Mais je veux dire, ça fait quoi, 2 mois que tu as commencé? 3 mois? Alors, moi, j'ai commencé pendant le confinement, et ça a commencé avec Chasseur de fantômes. Voilà. Voilà. Bouteur de spectre. Bouteur de spectre. Voilà, donc j'ai fait le soir même, j'ai fait 4 affiches. C'était j'en ai fait 4. Allez, pas. Du coup, là pour le coup, c'était du copier-coller, tout ça, c'était le principe. Mais Bouteur de spectre, je l'ai dessiné à fond. Il n'y a rien de, j'ai tout repris. Donc j'ai fait ça, et il se passait un truc très marrant, c'est que je devais avoir à l'époque Facebook, j'y allais que jamais. Je devais avoir, je sais pas, 150 amis. Ah, donc il y avait les proches, la famille, des copains, des médiévistes, tout ça, les copains que j'aime bien, tout ça, et puis des gens que j'avais commencé à contacter un petit peu, parce qu'on était allé en Italie, on a fait des... Parce qu'avec mon asso, l'asso à laquelle j'appartiens de reconstitution, on a un peu voyagé, on a été sur des lieux très très qualitatifs, c'était vraiment génial. Ça m'a beaucoup plu, je me suis dit, allez, je vais me faire des amis Facebook dans ce domaine-là. Et, ding-dong, j'avais 150 amis. Pour moi, c'était la fin du monde. Je ne voyais pas comment en avoir plus. Je fais Bouteur de spectre et rapidement, c'est partagé. Chose qui ne m'était jamais arrivée. Et là-dessus, j'ai plus de likes, de pouces et de j'adore et de je suis mort de rire, les 3 icônes principales, que ce que j'ai d'amis. Le lendemain, j'en mets une autre. Je crois que c'était Fast et Fureur. Allez, ça continue. Tu peux nous les montrer comme ça, parce que Okay, alors, on va partir du principe que peut-être il y a des gens qui ne les ont pas encore vus, ça va. Alors, même si j'y crois pas beaucoup. Bah, si les gens nous suivent, ils les ont peut-être déjà vus. Alors attends, hop, c'est ici. Ça, c'est les trucs qui sont en ligne. Alors, ah ouais. Le problème, c'est qu'ils sont pas par ordre chronologique. Allez, on va le faire comme ça. Non, c'est pas grave. Alors. Non, c'est parti. Je sais ce que je vais faire. On va faire comme ça. Ok, donc je le mets là. Je vais le mettre ici. Et vous allez en voir passer dans tous les sens. Mais c'est pas grave. Alors, screen share. Je partage mon écran. Je pense que ça doit être ça. Ouais. Voilà. Donc, le premier que j'ai fait, c'était celui-là. Donc là, c'est du... Et puis, il y avait une idée. On va sorti le 11 mai de l'an de grâce 1020. Donc, il y avait une petite idée aussi. À quoi va ressembler le monde quand on sortira? Est-ce qu'on sera retourné au Moyen-Âge? Bon. Voilà. Voilà. Après, j'ai fait Fast et Fureur. Ah non, il faut que je clique là. Je me suis bien fait avoir. Voilà, qui était rigolo. Alors là, par contre, celui-ci, j'ai très peu communiqué dessus parce que le cadre que vous voyez là n'est pas de moi. Je l'ai récupéré sur un site polonais, déjà des gens qui ont fait un super jeu de plateau que je vous conseille d'aller voir, qui s'appelle Deus Levult et qui est un jeu de plateau sur lequel vous devez conquérir Jérusalem. Et ça a l'air d'être assez sarcastique. Voilà. Donc j'ai fait ça. Après, je me suis amusé à faire... Ah non, Bloodsport, mais j'ai ri. Mais quand j'ai ri, comme j'ai ri. Alors voilà. Après, je suis resté sur les grands classiques. Il y a toutes sortes de gens dans ce monde. Ils se portent en arbaleste et ceux qui la terre creuse. Toi, tu creuses. Blondin, toi, géniture de chacal. Donc voilà, j'ai commencé avec des trucs comme ça a marché. Et les deux qui m'ont fait exploser le compteur, là.
Et celui-là, il coulait de source, quoi. Ouais, Non, alors là, je crois que là, on y est. Le concept, il est là. Je suis un Ali mineur du 14 ou du 15e siècle, ou une personne qui vit à cette période-là. On me raconte Alien. Putain, je suis choqué, mais vraiment le truc horrible. Pendant un banquet, il y a une personne malade qui a un dragon qui lui explose le ventre. Et le dragon, il a une bouche dans la bouche, enfin une tête qui sort de sa tête. Enfin, j'ai pas compris, mais ça doit ressembler à ça. Donc là, on a vraiment tout le vocabulaire médiéval qui est au service de la narration. Alors, autant le cinéma actuel hollywoodien a ça de particulier, qui va massacrer la réalité historique, qui est pourtant très intéressante dans son esthétique, au travers du regard et de la mode contemporaine, enfin, ou contemporaine du moment où le film a été fait. Là, je prends le contre-pied total. On raconte l'histoire à quelqu'un qui vivait il y a 600 ans, et lui, il traduit ça avec le vocabulaire pictural qu'il a à son époque. Donc, si c'est un banquet, ben, c'est des nobles. Si c'est un monstre, ben, ça va être un dragon. Et les aliens, ça n'existe pas. Voilà. Donc, à partir de celui-là, ça a commencé à avancer très fort au niveau du... Là, j'ai commencé à vraiment avoir du monde qui me suivait. Et ensuite, il y a eu ceci. Oh oui. La Furieuse Honte. Et alors là, ça a pété les compteurs et c'était le démarrage. Le réel démarrage, ça a été à partir de cette affiche. C'est-à-dire que j'ai été apparemment... Cette image a été débusquée par quelqu'un qui était sur un site de cosplayers, un site mondial de cosplayers steampunk. Ils ont déliré là-dessus. Là, j'ai eu 1200 partages. Oh punaise. C'est colossal. Je pense pas avoir fait mieux depuis, parce qu'il y a eu en plus l'effet surprise, donc les gens se sont jetés dessus et tout ça. Alors oui, il y a des trucs qui sont rigolos. Hein. J'ai redessiné. La def est un peu cradingue, mais voyez, il y a le guitariste qui a son double lutte. Ouais. On a le gars, le poursuivant, et c'est vraiment la silhouette que vous allez retrouver dans le film. Donc ça a marché très bien. Et puis après, il y en a d'autres, parce que celui-là, j'adorais, je ne pouvais pas passer au travers. Donc là, vous avez la genèse de départ, elle tient sur ces images que vous venez de voir. Et à partir de là, ben, j'ai choisi de développer des films, et en particulier, plus que des affiches de films, parce qu'on tourne très vite en rond, des scènes de films. Voilà. Ou des indications relatives à un film. Attention, il y a des créatures, on ne plaisante pas avec. Alors, ouais, tu sais quoi? Il y a un truc qui me frappe, et je voudrais l'avis de Fen à ce propos-là, c'est qu'en fait, plus tu es dans la SF, et mieux ça marche. Exactement. Et beaucoup de personnes m'ont dit, fais les visiteurs. Ben non. Non, il ne faut pas. Non, c'est pas la peine. Pas faire les visiteurs. Et qu'est-ce que tu en penses, Fen? Parce que finalement, Fury Road et Alien, parce qu'on peut parler de Retour vers le futur aussi, hein, mais c'est quand tu fais de la SF que ça claque le plus fort. Qu'est-ce que tu en penses, Fen? Je dirais de la SF dans le sens plus général, parce que justement au départ, oui. On n'est pas dans la SF, on est dans l'actuel, dans le fantastique. Mais c'est un peu la même mécanique. C'est du moment où tu es dans un imaginaire qui n'existe pas actuellement, effectivement, que ce soit des fantômes, des monstres, des vaisseaux spatiaux, les rebasculer en mode médiéval, effectivement, ça pète parce que ça fait un conflit et ce conflit rend vachement bien, quoi. Ça, c'est clair. Ouais, c'est la fracture qui fait le travail, en fait. Ouais. C'est la vraie fracture qui fait le travail. Alors là, je vais vous montrer un bon exemple de travail qui a été refait. Oui, tu as dit 4 fois quand même. Ouais. 4 fois, donc je vous montre, j'ai pas les 4, mais il se trouve qu'il m'en reste une quand même. Donc, j'ai beaucoup réfléchi aussi au titre. Comment interpréter la matrice? Au Moyen-Âge, la matrice, c'était l'utérus. Ouais. Donc, je ne pouvais pas mettre ça. Mais par contre, il y a un côté pervers dans la matrice, dans Matrix. Donc, j'ai appelé ça la malice, puisque c'est un monde qui en cache un autre. Et c'est un gros mensonge. Donc, je trouvais ça pertinent. Donc, certaines personnes ont rebondi dessus, d'autres pas. Mais je fais aussi Alien, Blaireau, même combat. Merci. Voilà. Et donc, je fais aussi un gros travail sur les textes. Et je suis là, c'est compliqué les textes parce que
que la majorité des gens puissent le comprendre et que ça fasse vieux français. Et des fois, c'est pas du vieux vrai français. Oui, non, mais en fait, là, tu es C'est obligé une langue de, étrangère, du vieux français. t'es obligé de privilégier le sens. Donc, à un moment donné, tu peux pas absolument faire du. Bon, moi, j'ai fait de la littérature médiévale. C'est même très tardif, en fait. C'est même la plupart du temps, c'est pas de l'ancien français, mais c'est pas grave parce que ce qui compte, en fait, c'est l'allure et que ça prend, que ça rend, et le fait que ce soit compréhensible. Ça sert à rien de faire le puriste pour que personne n'entrave quoi que ce soit à ce qui est écrit. Ouais, exactement. Voilà. Et donc là, après, vous allez voir, par exemple, une autre affiche que j'avais fait pour Matrix, qui était là. Les éléments, si vous voulez, les éléments, ils y sont. Voilà, quelle joie, je suis insaisissable. Alors là, vous voyez que je me suis fait chier pour le dessin du mec. Voilà, alors effectivement, ouais. il a les patins qu'on mettait sous les choses pour pas imprimer ces choses en bout. Voilà, c'est du pur 15e, noir, ça existait, c'était rare. Et j'avais mis le chat de déjà vu. Le chat du glitch. Le glitch dans la Matrix. J'avais des hommes qui lui tiraient dessus, mais la compo, ça allait pas. Ouais, c'est pas pareil. Ah ouais, mais elle rend pas autant, ouais, c'est clair. Voilà, et là, ah mince, j'ai tendance à cliquer sur le mauvais. Mais là, par contre, ça va parce qu'ils sont sur le même plan, que tout le monde est en noir, etc. Donc voilà, et c'est que des réglages comme ça que je fais, et en fait, quand vous voyez arriver une affiche, vous ne savez pas la quantité de boulot qu'il y a derrière. Ah bah non, on peut pas savoir. Voilà. Oui, tu voulais dire quelque chose, Kay? Ouais, mais juste le truc de faire un cadre véritable, c'est très malin. Puisque ça se passe pas, même dans le film, ça se passe pas dans la réalité, c'est aussi derrière un écran en fait. Donc c'est super malin d'avoir fait un cadre dans la feuille. C'est une sorte de mise en abîme. Voilà, ça c'est super malin. Ça, je kiffe grave. Voilà. Après, il y en a dont je suis plus fier que d'autres. Alors celui-là, je l'aime beaucoup. Parce qu'il a une forme d'élégance qui est assez singulière. Mais voilà. L'élégance du hérisson, quoi. Voilà. Donc... Bravo. De Sonic à Phonic, je l'ai trouvé super. Ça, par contre, c'est clair que j'ai beaucoup aimé. Voilà, eh bien justement, Sonic, ça veut rien dire au Moyen-Âge. Oui, c'est pour ça. Mais phonique, ça a du sens. Après, il y a plein de détails que j'ai fait. Alors, c'est vraiment, ça aussi, ça reflète la pensée médiévale. On m'explique, c'est un hérisson bleu qui va très vite. Pardon? Ok, pourquoi pas? Il est bleu. J'aurais du mal à imaginer un hérisson tout bleu. Mais il a des grandes jambes avec des chaussures rouges et blanches et des gants blancs. Très bien. S'il a des gants blancs, il est riche. Il aura donc un chapeau. Parce que ça n'est pas possible d'envisager qu'il n'ait pas un joli chapeau bien décoré. Voilà. Et après, j'ai repris des éléments typiques du jeu que j'ai redessiné. Voilà. Et puis j'ai passé les annelés. Les annelés d'or, c'est très important en héraldique. C'est quelque chose qui existe. Voilà. Après, j'ai fait d'autres trucs que j'aime beaucoup aussi, comme les tortues. Les tortues, perso, ça m'a beaucoup fait rire. Ouais. Elles étaient assez cool. Alors là, c'était un peu l'hystérie, j'en ai fait trop sur les tortues. Il y en a beaucoup, oui, j'en ai vu beaucoup passer, ouais. J'en ai vu beaucoup. Et voilà, moi j'aimais bien Splinter, c'était cool. Alors là, je fais un appel à tout Internet, enfin tous les gens qui nous écoutent. Restez sur vos gardes. Les Tortues Ninja, c'est pas fini. C'est pas fini, elles vont revenir. C'est pas fini, elles vont revenir. Vous allez le back. Ouais. Puis voilà, après là, j'ai à peu près tout ce que j'ai. J'ai voulu faire aussi un hommage aux jeux vidéo, bien sûr, avec Donkey Kong. Ah, c'était bon, alors, ça là, aussi, ouais. Alors, Donkey Kong, là, c'est particulier parce qu'on a entre deux. Le registre est double, puisqu'en fait, c'est un pamphlet anti-jeux vidéo, comme on peut en avoir dans la presse actuellement. Parce que là, ce qui est dit, il n'est pas dit c'est les aventures du plombier Mario. Non. Il y a écrit Tremblay, famille de France. Ce nouveau jeu vidéo est-ce l'œuvre du démon. Elle corrompt la jeunesse, tout comme la musique, nommée du rock'n'roll. Donc là, en fait, je reprends un des biais qu'on a vu mais 1000 fois, alors contre le jeu vidéo ou les jeux de rôle. Ah oui, aussi, oui. Ouais. Qui est cette espèce d'incompréhension du grand public d'une activité nouvelle qui ne leur appartient pas. Et que, voilà, une espèce de truc, ils se disent « Ah, c'est forcément malsain ». Bon, ok. Voilà. Après, des exemples de modification d'image, vous avez celle-ci, pour les dents de la mer. Que note, qui est surtout... Qui est surtout une partition de musique. Voilà.
et avec l'affiche du film. Mais au départ, j'avais fait simplement ça. Et Et là, c'était plus faible. Et je me suis dit, c'est insuffisant. Mon épouse était d'accord avec moi parce qu'il y a l'œil derrière qui fait non. Elle se plante jamais. Il m'arrive un peu la même chose avec mes textes. Des fois, voilà. Et ceci là, mâchoire, c'est le titre québécois. Ouais. Ah, d'accord. Et donc, c'est pas possible, je peux pas le faire. Surtout que Tu es Bill, Kill Bill, c'est aussi Tu es Bill en. Ah oui. Ouais. Le truc qui est très intéressant, tu vois, avec celle-là, par exemple, c'est que du coup, ton dessin est vraiment une enluminure. Exactement. De la partition. Ça, voilà. Alors là, nous avons un document qui est très intéressant, mesdames et messieurs, puisque nous avons une lettrine, nous avons une enluminure et nous avons une miniature. Là, on a fait le tour réel avec la bonne nomenclature de ce à quoi pouvait ressembler une page d'un livre. Alors, je te fiche mon billet que d'ici 5 ans, il y a certaines de tes œuvres qui vont servir dans des cursus artistiques pour des examens. En analyse d'œuvres. Je te fiche mon billet que ça va arriver. C'est possible, écoute. Voilà. Bon, je vais arrêter avec ceci. C'était bien. Juste un petit truc en passant, c'est que il faut bien comprendre quelque chose de très fort, c'est que actuellement, pour nous, une impression papier, ça n'a plus de valeur à cause de la presse. Cependant, au Moyen-Âge, déjà, les livres coûtaient une fortune à fabriquer et ils étaient faits sur de la peau de veau et les enluminures étaient réellement faits à l'or fin plaqué. C'est-à-dire qu'un livre, c'était une multitude d'œuvres d'art. D'accord ? Actuellement, on accorde un grand statut au tableau. Mais un livre, un codex, une Bible, c'était une œuvre totale. Ça allait au-delà de la perception qu'on peut en avoir en termes de prestige, de richesse, de préciosité de l'objet. Ah oui, mais j'ai fait de la paléographie à la fac, pas longtemps, une année, hein, donc ça représente un nombre d'heures un peu ridicule. Et on n'avait pas accès à des trucs extraordinaires, c'était dans le fond de la bibliothèque de l'université. Mais déjà, ça donnait une idée de la rareté. Mais c'est comme tu dis, quoi. Voilà. Préciosité de l'objet. Voilà. Ouais, non, mais c'est en nombre d'heures de travail. Avant l'invention de l'imprimerie, on est sur des incunables qui sont, c'est ahurissant, quoi. Et même après, avec l'invention de l'imprimerie, de toute façon, il y a eu un travail à la main encore. Et ça se fait encore aujourd'hui, hein. Oui, le travail d'enluminure à la main de certains manuscrits, même quand ils sont sortis de l'imprimerie, après ils passent entre les mains d'un enlumineur. C'est vraiment, non, il y a quelque chose. Je sais pas où tu en es de ta réflexion parce que bon, tu as une boutique en ligne. Voilà, mais je pense que c'est pas la fin. Tu vas faire autre chose. Alors, j'ai dû faire des choix. Alors déjà, j'ai complètement été dépassé par ce qui m'est arrivé au moment où ça a démarré. C'est rapide. Ah, c'est rapide. Ça a été extrêmement rapide. Je suis très heureux que ça arrive. Pourquoi pas. Et tant mieux si ça tombe sur moi. Donc, plein de questions se sont posées immédiatement. Un recueil, pas de recueil, etc. J'ai bien réfléchi. Il y aura, à un moment ou à un autre, un recueil en crowdfunding qui sera fait. Il y aura du papier qui va sortir. Voilà. Yes. Actuellement, je produis 3 ou 4 dessins par semaine. Donc, ça veut dire que là, j'en suis quasiment à 50 et que j'aurai largement de quoi faire. J'ai beaucoup produit. Il y a des trucs plus ou moins faibles, il y a des choses dont je veux même déjà plus entendre parler. Voilà, c'est comme ça. Ah, mais ça, c'est bien naturel, ça. Oui, ça, c'est logique. Oui, voilà, ça fait partie du processus. Oui, c'est logique. Moi, mon objectif, c'est d'exposer, et c'est d'exposer avec un concept où je vais arriver en costume médiéval pour présenter, au moins au vernissage, ou dédicacer des trucs, mais en tout cas, incarner le personnage. Ça, c'est un premier point. Donc, un personnage d'enlumineur, un personnage... Alors non, là, j'aurai une narration avec, je suis en train d'écrire une scénarisation autour de ça. Je vous en parle rapidement. Mais tu gardes le mystère, hein, comme tu préfères. Alors, je garde le mystère, allez. Mais non, parce que faut pas tout dire. Puis tu peux revenir plus tard dans l'année, tout ça. Où va savoir. Moi, j'ai quelques idées que je vais soumettre à quelques amis parce que je pense qu'il y a
qu'il y a des conventions, plus ou moins privées, plus ou moins publiques, sur lesquelles il serait fabuleusement judicieux, pour le plaisir de nos mirettes, de t'inviter. Voilà. Donc, voilà, mais on en reparlera. Et j'espère que tu n'en reparleras pas qu'avec moi, parce que, bon, de toute façon, je sais que tu as des interlocuteurs professionnels déjà dans la Manche. J'ose à peine imaginer combien sont venus se jeter sur l'occasion et sur la popularité soudaine de tes créations. Je te rassure, j'ai eu des propositions, mais rien de dégoûtant. D'accord, bon, ça, ouf. La morale est sauve. Voilà. Ou dommage, j'en sais rien. Peut-être que ça t'intéresse, ce genre de proposition, je ne sais pas. Hein, mais... Alors, moi, il y a plusieurs trucs. Donc, je veux essayer d'exposer mes œuvres. Je réfléchis beaucoup à quelle forme leur donner, etc. La boutique de t-shirts que j'ai ouverte au départ, c'est parce que les gens me disaient « Je veux un t-shirt ». Je fais « D'accord, je vais faire une boutique ». « Je veux des posters ». D'accord. Alors, les posters, c'est super relou pour 1000 raisons. Et notamment le fait que certains sont refusés pour des problèmes de droit d'auteur, dont Scooby-Doo. Il y a des trucs, ça passe pas. Donc, okay. Ah bon? Et oui. Et parce que le site qui fabrique les impressions textiles, lui, il a des contraintes. Donc en fait, il fait le filtrage. C'est bien, moi je ne me mets pas en danger. Et donc l'argent que je vais récolter avec ça me servira d'argent de poche afin de pouvoir prototyper tirage avant d'entrer dans des véritables séries, au moins que ça ne me coûte pas d'argent déjà, l'aventure de l'exposition. Alors, c'est que tout ça, ça représente vaguement de l'argent quand même. Entre l'entretien du matériel, le temps que tu passes pas à travailler sur autre chose qui serait payé directement, et puis aussi les protos. Enfin, là aussi, on en sait quelque chose. Nous autres qui font parfois du matos associatif, voilà, il y a des impressions, elles coûtent pas juste 10 balles, quoi. Donc, ouais, d'accord. Donc, en fait, la boutique te sert à avoir une petite, un petit roulement pour réussir à fabriquer. D'accord. Et tu as essayé quoi comme proto pour l'instant? Alors, je les ai préparés déjà. Oh, il en a. Fabuleux. Eh oui, j'en ai. Alors. Ah, attends, je te repasse en grand écron alors du coup. Ok, pas de souci. Alors ça va être rigolo parce que l'écran n'est pas. Alors mon Phonics c'est mon préféré. Donc j'ai fait un tirage comme ça, hop, sur du Dibond. C'est une matière extrêmement résistante. Je pense que ce type d'impression, on pourrait même le mettre dehors. Ça craindrait pas. Donc ça, je sais que je peux faire des tirages là-dessus. Après, ça renécessite du travail parce qu'il y a des trucs qui passaient très bien à l'écran, qui sont flous. Donc moi, je sais que j'ai du travail derrière encore. C'est-à-dire que je ne me contente pas d'imprimer mes fichiers sources, malheureusement. Et ensuite, et ça c'est beaucoup plus intéressant dans le cadre des expositions, j'ai fait un prototypage sur une planche. Et donc, j'ai fait des tirages sur une Comme planche. ça rend trop bien. Voilà. Et donc là, l'idée, et en plus je trouve que c'est plus pertinent. Ah putain, j'arrive pas à le cadrer, excusez-moi. Si, voilà. C'est très bien, ne te casse pas la tête. Voilà. Donc ça, c'est encore plus pertinent dans ma démarche, puisque ça reste dans des matériaux naturels. Donc là, par contre, il faut que j'enlève le fond, que je retravaille, il y a tout un problème. Vous apercevez sur Alain que la nappe est blanche. Donc, quand on fait une impression d'habitude, c'est de la quadrichromie. Rouge, vert, bleu et du noir. Là, en plus, il y a une couche de blanc. La couche de blanc, elle va servir à opacifier les zones blanches. Mais ça crée une quantité de problèmes assez incroyable. Je ne l'ai pas vu venir du tout. Ce qui fait que quand je veux imprimer quelque chose, il faut que je réouvre mon fichier source et que je le bousille, je fasse un nouveau en fait, qui soit adapté à l'impression. Et là, j'apprends en faisant. Donc là, les tirages, ça va. J'ai déjà dépensé de l'argent, ça va très vite. J'ai plein de vérifications à faire et je sais qu'il y a déjà des œuvres que je ne pourrais jamais tirer. Elles sont irrécupérables. Oui, il faut que je les refasse complètement. Voilà. Bah, ça peut décider pour toi en quelque sorte du support sur lequel tu peux les sortir aussi. Oui, alors après, il y a mes coups de cœur. Donc il y en a. Oui, forcément. Ouais, Fen, qu'est-ce que tu en penses du support bois là? Parce que bon, du coup, c'est ce qui va lui donner le plus de travail, mais c'est ce que je trouve le plus convaincant, non? Faut voir un rendu chez soi en fait. Moi, je dirais le proposer, c'est génial, mais c'est vrai que ça représente un boulot monstrueux. Comme tu disais, effectivement, sur le blanc, j'en étais même à me dire, est-ce que tu ferais pas mieux de passer sur du beige ou un truc comme ça pour être moins emmerdé?
tellement pour être moins gonflé par rapport au blanc sur le travail de la couleur, je veux dire. Je comprends pas ce que tu veux dire par du beige. Non, mais une couleur qui soit moins problématique, en fait. C'est ça que je voulais dire pour la nappe. Ah, Voilà. ok. Alors, attends, le blanc, attends, on va rentrer dans les méandres techniques. Ouais, Le blanc, c'est une sous-couche de soutien. Ça d'accord. va pas. Donc, c'est des fois indispensable. C'est un D'accord. après. C'est un après. Oui, Ouais. voilà. C'est un après qu'on met avant. Parce que je me souviens quand encadré justement à l'époque où je faisais fabriquer des jeux, c'était plus sympa justement de le voilà. Mais voilà. Et après au niveau rendu, je sais pas. Moi, il y a surtout l'idée de peut-être avoir aussi des productions de trucs à mode un peu papier plastifié et tout ça, qui soient un peu moins chers et tout ça pour que les personnes qui n'ont pas de gros budget puissent se faire plaisir à prendre des choses. Mais par contre, avoir effectivement des pièces de base qui soient mastoc et tout, je trouve ça absolument génial. Et les personnes qui peuvent se le permettre, c'est un vrai bonheur, quoi. Alors là, Franchement, hein, si j'ai les moyens de me payer la planche, je la monte comme une patente. Ouais, bah ouais. Je vais sortir le compresseur, je vais souder à l'arc. ah oui, Je vais souder à l'arc, je vais faire de la ferronnerie comme j'en suis à peu près capable et je vais la suspendre avec une belle chaîne. Tu vois ce que je veux dire? C'est le truc. il faudrait que je demande en fait, il faudrait que je fasse un sondage d'opinion, vraiment un truc un peu poussé. Ah, oui, c'est Mais- intéressant. Ouais. Mais là, ce type de support, le Dibond, ça coûte quand même assez cher à faire. Bah oui, parce que c'est vraiment résistant. Et malheureusement, si je fais des tirages, ça va me coûter une fortune à chaque fois parce que je vais tirer jamais assez de pièces. Il faudrait que j'en tire 5 ou 10 000. Mais si je mets ça à la maison, qu'est-ce que j'en fous? Je vais les bouffer au bout d'un moment. Je veux dire, c'est ridicule. Je vais pas m'amuser à vendre des posters à la centaine. C'est ingérable. Je vais passer ma vie à ça. Donc, moi, c'est sûr que si. Un équilibre. Non, mais c'est sûr que comme ta présence sur stand, sur lieu de vente, va conditionner sérieusement l'intérêt des gens, certainement, parce que tout le monde va trouver ça génial, mais si tu es sur ton stand, tu vas vendre 10 fois plus. Hein. C'est une règle assez commune. Hein. Mais du coup, oui, en fait, de toute façon, on en revient toujours à la question du prix de revient et de ce que les gens mettraient chez eux au mur. Parce que tout le monde ne va pas mettre un cadre de bois, tout le monde ne va pas trouver le Dibond intéressant. Le Dibond, je l'imagine bien dans un endroit professionnel. Genre, on fait cadeau à son chef de service. Voilà, il y a des gens dans le service qui se font un cadeau parce que ils savent que leur chef de service aime tel truc ou que tel membre de l'équipe aime tel truc. Il a son bureau. Dans la décoration moderne, le Dibond, ça passe. Le truc en bois, dans un bar, dans une taverne médiévale, chez moi, ça marche. Mais ça ne marchera pas partout. Effectivement, on est sur des catégories de produits qui ne sont pas du tout les mêmes. Quoi. Oui, ça, j'y réfléchirai plus tard, oui. Ouais, donc je pense que tu peux profiter des deux. Sur le principe, je pense au modèle Kickstarter Ulule, tu sais, où tu fais des contreparties en fonction de ce que les personnes versent. Tout simplement, si tu pars sur une partie, tu dis contrepartie de 10 euros, tu as la version papier, 15 euros, tu as la version plastifiée, machin, et 80 euros, tu as la version bois. Alors, oui, cependant, j'ai un ami, bonjour Bruno Bessadi, qui a fait un Salut Bruno et avec qui j'ai discuté, ouais. et qui m'a expliqué à quoi ressemblaient ses journées maintenant. Et j'ai pas trop envie de me lancer dans un truc pareil, parce que il se retrouve avec des montagnes de cartons envoyés à des tas de gens, et en plus, lui, s'est passé un truc, c'est qu'entre le moment où il a fait son Kickstarter, le moment où il a reçu la production, et maintenant, les frais postaux ont augmenté. Certains envois, il perd de l'argent. Ouais. Il passe un temps monstrueux. Mais c'est-à-dire qu'il a fait de très beaux cadeaux. C'est-à-dire qu'en fait, non, parce que Bruno, on a une photo de lui et moi déguisés pendant le carnaval de la kermesse, enfin pendant le carnaval de la maternelle, si vous voulez. Donc Bruno, ça fait longtemps qu'on se connaît. Et du coup, on en a un peu parlé. Je l'ai pris, son lion barbare en hommage à Conan, je l'ai pris. Et effectivement, en fait, il se retrouve complètement submergé parce qu'il était impossible, en fait, c'est pas qu'il n'a pas mesuré, c'est que c'était impossible de mesurer le volume, le temps de travail, tout, rien. En fait, tout était absolument imprévisible. C'est vrai que c'est un aspect du Kickstarter, ne sachant pas comment le public va répondre.
à quel niveau, à quel volume, etc. Voilà. Après, Et après, il y a, sur il y la a des, il y a- rentabilité, hein, mais après, voilà, il y a d'autres. bon, mais il y a des Kickstarter où on te dit très clairement dans le Pledge Manager que les frais de port seront calculés au moment de l'envoi et qu'il faudra que tu les honores. Ah, bah ouais. Ça se fait aussi, c'est pas grave. Oui, oui, Mais- bah oui. Et tout le monde est d'accord avec cette idée-là parce que tout le monde comprend bien que si tu commandes 5 kilos de bouquins, Bah ouais. si tu veux qu'ils arrivent en bon état chez toi, bah, il y a un moment, les frais de port, ça va pas être 50 centimes. Voilà, ça, mais ça, c'est logique. Et bon, ben, à voir après, hein, mais si tu veux, c'est très mineur, ça, l'histoire de l'affranchissement. À mon avis, c'est beaucoup plus important d'anticiper effectivement le temps que ça va te prendre de faire les dédicaces, de faire. D'ailleurs, c'est un peu comme ça qu'il faut calculer un crowdfunding. Il faut que les paliers ne soient pas en eux-mêmes trop de travail pour toi. Oui. En fait, Mais ça, parce on que y sinon, reviendra mais plus tard parce ça, que, tu as le temps. là, sinon, Voilà. on refait 2 heures d'émission dessus. Ah mais non, surtout qu'on arrive pratiquement. On arrive au bout. Vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Ça fait déjà Ouais. 1h20. Voilà, ça fait déjà 1h20. Alors attendez, avant qu'on aille plus loin, il faut aussi que vous voyez le portrait qu'il y a là. Oui. Là, je vais l'utiliser en expo aussi. Mais c'est ma femme qui l'a fait. Waouh! Voilà. C'est pas un délire, c'est pas un photomontage. Elle l'a peint. Et donc, Waouh! là aussi, il va me suivre, hein, parce que Eh oui. je suis très heureux qu'elle l'ait fait. C'était une blague au départ. Mais elle peint très bien. Ah oui, je vois ça. Dis donc. Voilà. C'est là où je l'utiliserai aussi. Il sera pas à vendre. Ah ben non, tu m'étonnes. Faudra mettre un antivol dessus même, je pense. Bah, j'ai une épée, ça va. Oui, moi je sais, oui. Voilà, Bon, voilà. les amis, 1h20 à quelques secondes près. Moi, je vous propose qu'on prenne le temps d'un petit débrief d'après émission, mais on va clôturer en quelques minutes. Donc, pour l'instant, du coup, ami de Tuyère, Oui. tu n'as pas de date de prévue, tu n'as pas d'événement annoncé pour l'instant où on te trouvera présent. C'est en cours, hein, Alors, moi, voilà. j'ai des propositions. Pour l'instant, je n'ai pas de matériel pour les honorer. Donc, je suis en Ah train de oui. travailler à ça. C'est ça aussi. Oh Ensuite, zut, ce mec est sérieux, vous vous rendez compte? C'est quand même extraordinaire. j'ai bien conscience de ce que nous avons vécu avec le Covid et ça a bousculé fortement Ouais. plein de calendriers. À mon avis, si je commence à exposer, nous sommes en région marseillaise, nous deux, Keith et Simon, et je pense que je vais commencer dans la zone Marseille, Aix, etc. Et à partir de là, je vais me déployer. Mais sinon, ça va pas être évident de démarrer comme ça. J'ai plein d'idées. Je voudrais exposer dans des châteaux. Je voudrais attirer dans des Ah ouais, châteaux. de suite là. Il vient pas. Et oui, je voudrais aussi. Alors ça, c'est intéressant. Moi, le lieu m'intéresse. C'est un lieu chargé d'histoire. Je vais me régaler. J'adore l'histoire. Et je pense aussi que ça pourrait intéresser les gens qui s'occupent des châteaux de faire des événements pop qui attirent un public qui ne viendrait jamais au château sinon. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà, donc il y a des choses que je tiens à faire. Est-ce que je vais réussir? On verra. Et après, c'est peut-être quelque chose qui va se développer à très long terme, mais ça me prendra peut-être des mois ou des années avant de réussir à avoir quelque chose qui roule. En attendant, il faut que je paye le loyer. Il faut, ouais, voilà. Mais je pense que je vais te mettre en contact avec un autre ami qui se trouve être Olivier Sanfilippo, qu'on a reçu sur l'émission, qui a réussi il y a 1 an et demi un crowdfunding de son jeu de rôle L'Empire des Cerisiers, et qui est aussi illustrateur. Il est illustrateur, cartographe, auteur de jeu. En l'occurrence, c'est sa thèse qui lui a servi de base pour écrire son jeu sur les kami, les esprits kami du Japon médiéval. Et comme il a déjà des expos, notamment des expos virtuelles qui sont organisées avec ses œuvres, il y a peut-être une piste intermédiaire. Je vais le solliciter, on est bien copains. Voilà. Et je vais voir s'il y a possibilité aussi qu'on se retrouve en convention, que tu sois invité sur des conventions qui n'ont pas été annulées à la fin de l'année. Ouais, non, parce que quand même, il y a un moment, là, on a un peu effleuré ce soir le travail que ça représente. Et en plus, tu fais ça à côté du boulot qui paye les factures.
Oui. Voilà, voilà. Mais de toute façon, les gens qu'on a reçus dans l'émission, globalement, ou c'était des références dans leur domaine, ou c'était des gens qui méritaient gravement un coup de main. Et en fait, même parmi nos chroniqueurs, c'est la même situation. On se retrouve entre gens hyper réalistes dans les difficultés qu'ils affrontent, face aux difficultés qu'ils affrontent. Donc on va continuer à se filer des coups de main autour de cette émission. Hein, et puis donc moi je vais voir si Olivier a deux trois trucs à te redire, parce que 1300% hein, le crowdfunding de l'Empire des Cerisiers. Et ouais, c'était donc c'est-à-dire que je crois qu'au départ c'était 10 ou 12 000 euros et ils ont fini à 140. Ah ben, il y a de faire des belles choses avec ça. Ah ben du coup, le Covid étant passé par là, machin, tout ça, et voilà. Mais on va recevoir la reliure japonaise, une vraie reliure japonaise pour le jeu, vous voyez. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'ahurissant. On est tous là à attendre que ça arrive. Le truc qui est intéressant en discutant avec les gens qui ont eu une expérience heureuse ou malheureuse, mais bon, heureuse, c'est plus motivant, avec le crowdfunding, c'est que du coup, ils peuvent en parler intelligemment, quoi. Oui. Il y a beaucoup à apprendre aussi des échecs des autres. Ah ben oui. Simplement de les reproduire à son tour, parce qu'il y a des illusions d'évidence. Voilà. Oui, mais le problème avec les échecs de crowdfunding, c'est que tu vas jamais savoir exactement pourquoi tu as raté. Alors, parce que je suis d'accord, hein, globalement, on apprend plus facilement de ces échecs. Le problème, c'est qu'il faut que l'échec soit transparent, interprétable. Il faut qu'il laisse des traces. Ce qui se passe quand un crowdfunding n'a pas fonctionné, c'est que les gens sont remboursés et tu ne sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné. Tu n'as pas de traces. Il n'y a pas de scène du crime, si tu vois ce que je veux dire. Il n'y a pas de scène du crime. Donc du coup, c'est toujours pareil. Tu peux définir la présence, mais c'est beaucoup plus compliqué de définir l'absence. L'absence, voilà. L'échec est par principe une absence. Il a manqué de quelque chose, et c'est ce quelque chose qui fait que ça n'a pas pété. Voilà. Quand il y a une adversité, on a une idée de pourquoi on a raté. Là, tu es face au vide, voilà, tu regardes l'abîme et l'abîme te regarde. Mais du coup, je sais pas. Donc, écoute, on va trouver des copains qui ont réussi des crowdfunding. Voilà, on va vous mettre en contact et puis comme ça te fera des cartouches supplémentaires dans le carquois à arbalète, à carreau d'arbalète. Dans un truc. J'apprends tout, je découvre. Bref, il y a aussi un autre truc que je veux vraiment signaler, c'est important pour moi. Les gens, notamment sur Facebook, m'envoient des commentaires délicieux, un truc extraordinaire. En termes de créativité, c'est quasiment un petit atelier d'écriture pour certains. Si vous allez sur ma page publique Facebook, Simon Tuyère, lisez les commentaires, lisez-les. Il y a des petits bijoux qui traînent, c'est génial. Si vous êtes sensible un petit peu à l'écriture, à l'humour et tout ça, à l'autodérision, il y a des mecs, c'est génial ce qu'ils font. C'est d'ailleurs souvent supérieur à ce que je suis capable de produire moi à l'écrit. Ah oui. Et c'est une véritable nourriture et c'est une motivation. Mon premier salaire, c'est la qualité de ces commentaires et l'espèce de communauté que je commence à avoir. C'est vraiment des mecs intelligents. Des mecs, des femmes, peu importe, ils sont brillants certains, c'est un délice. Et je leur réponds avec plaisir. Ah oui, mais c'est... par les temps qui courent, la visibilité, c'est un peu un mirage, mais la reconnaissance, c'est un truc un peu plus réel. On sait quand on reçoit de la reconnaissance, c'est pas pareil. Voilà. Je te rejoins complètement. Après, ce que j'ai envie de te dire, c'est que tu leur trouves du talent qui s'exprime parce que toi, tu as créé quelque chose. Eh ben, on est dans le cadre, on retourne sur le jeu de rôle. Sur le jeu de rôle, absolument. La belle. Oh, vous savez quoi, les copains, c'est une super conclusion, en fait. C'est une super conclusion. Je leur offre un univers, un personnage, et ils me parlent en vieux français. En vieux français. C'est classe. Ouais, c'est classe. Voilà. Bon. Parfait. C'est magnifique. Fen, que tu veux ajouter quelque chose? Je peux faire ma pub, mais bon. Mais complètement. Vas-y, je la ferai à la rentrée.
Je la ferai à la rentrée. Tu la feras à la rentrée, d'accord. Oui, parce Voilà. que Fen, justement, quand il a un stylo à la main, il n'écrit pas n'importe comment. Donc, il a commis déjà quelques écrits qui sont déjà édités. Alors, on peut, bon, puisqu'il ne veut pas, on en reparlera encore. Voilà. Et donc, c'est chez l'Harmattan? Non, je me rappelle. Non, là, c'était Farallon Édition. Farallon, voilà. Voilà. Donc, cherchez David Fenrig dans Farallon Édition et vous découvrirez des trucs sur Et le là, copain. le dernier truc, c'est sur YouTube, ce que je viens de lancer. Ça s'appelle World War Free. C'est des petits textes de 8 à 10 minutes de lecture qu'on peut aussi lire sur le blog ou sur Wattpad, où je raconte une histoire à partir de 3 mots tirés au sort. Donc, à chaque fois, c'est la grande aventure pour moi, autant que pour les personnes qui me font la gentillesse de passer me voir sur YouTube. Voilà. Alors, Keif, on va partir. Je peux vous montrer un dernier truc avant de partir? Aïe. Vas-y, allez, vas-y. Oh, énorme. Bon, alors, très bien. Si j'expose, les gars, il n'y aura pas que des impressions. D'accord. C'est une peinture, ça. C'est de la peinture. C'est de la peinture. J'ai pas eu besoin de voir vraiment pour me rendre compte. Oui, c'est de la peinture. Donc, j'expérimente dans tous les sens. Ça prend du temps, l'énergie. J'en ai à revendre en ce moment, mais il y a un moment où je vais. Mais voilà, si j'expose, il n'y aura pas que du print. Ce sera. Oh la classe. Voilà. Bon, écoutez, vous savez alors qu'il vous faut, les amis, guetter les sorties, les annonces de Simon de Tuyère. Merci beaucoup, Fen, d'avoir été avec moi ce soir pour accueillir Simon. Merci Simon, voilà, donc de nous régaler et de nous expliquer ta recette. Merci aussi encore une fois de montrer à quel point finalement, quand on veut obtenir un résultat artistique, le vite fait, c'est un petit peu un mythe. Hein, voilà, il y a du travail, du talent, de l'expérience, des outils choisis, tout ça derrière. Et donc, pour terminer sur ton anecdote, des gens qui te répondent sur les commentaires Facebook, sur tes publications Facebook, voilà, on parvient, quoi qu'il arrive. Hein, Brecht disait tous les arts contribuent au plus grand de tous, l'art de vivre. Et Brecht, c'était un grand combattant du fascisme. Du coup, un grand opposant du fascisme. Et du coup, je trouve qu'il y a quelque chose de libérateur et de toujours extraordinaire dans la moindre tentative artistique. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que tu es très au-delà de juste la tentative. Là, ça y est. Nous y sommes. Merci les amis, je vous souhaite une bonne fin de soirée à tous ceux qui nous regardaient et qui nous ont fait le plaisir de commentaires dans le backstage. Bon, nous on va se retrouver là dans quelques minutes pour débriefer. On vous dit bonsoir, on vous dit attention, sortez couverts, soyez raisonnables. Voilà. Attends, je vois que tu... Moi, elle est accrochée, je peux pas la décrocher. J'ai une carte historique de la Hongrie du 15e siècle derrière moi. On dirait une carte de jeu de rôle. C'est absolument hallucinant. Bon, les amis, allez, on le dit plus, on le fait. Une bonne soirée. À très vite. Merci Fen, merci Simon. À dans bientôt. À dans bientôt. Ciao. Merci Dave. À bientôt. Ciao. À bientôt.